Bonjour, et merci d'être venu. Vous avez bravé la pluie, c'est bien. Et puis Adamski, ça peut. La question que je me pose, qui est-ce qui serait venu ici spécialement parce qu'il est intéressé par Adamski? Il y en a quand même. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une bonne partie. Si on est une trentaine à peu près, un peu moins de. Si on doit avoir atteint la trentaine de personnes. En tout cas, merci d'être venu. Donc, c'est d'habitude, on fait toujours, je pense, j'expose des actualités ufologiques. Là, je ne vais pas le faire parce que la présentation de François va être assez longue et on veut garder du temps pour les questions-réponses. Donc, je vais aller très vite, je vais faire que des annonces. Et puis, ensuite, je passe la parole à François. Donc François, pourquoi... Moi, depuis très longtemps, je voulais parler d'Adamski. Enfin, je voulais parler des contactés d'Adamski parce que ça n'avait jamais été fait, en gros, au Nibari, du moins tel que je m'en rappelle. J'ai commencé à suivre les conférences du Tremblement, c'était au début 2014. Et dans toute cette période, on n'a jamais parlé de contactés. Donc je me suis dit, il faut quand même en parler, au moins faire un récapitulatif, faire un historique. Et puis donc, je suis avec M. Zirguer. Alors, Michel Zirguer, c'est un ufologue français qui est émigré au Japon, qui est un passionné d'Adamski, qui a travaillé avec les ufologues japonais là-bas. Il y a beaucoup de passionnés, il y a peut-être encore beaucoup de passionnés d'Adamski, les contactés au Japon. Peut-être plus pour le côté philosophique que pour le côté ufologique, je ne sais pas. Toi, tu le sais peut-être, tu peux en dire un mot, corriger ce que je dis, il y a peut-être des choses pas tout à fait précises. En tout cas, toujours est-il que je voulais travailler avec M. Zirguer, et puis en fait, j'ai commencé, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas se déplacer, c'était difficile de faire ça par Skype. Et puis, voilà, j'ai eu par chance, j'ai appris qu'il y avait François ici, qui est un habitué des repas ufologiques et de Paris, qui était passionné sur la question, il m'a contacté. Et voilà, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule en quelque sorte et de travailler avec François qui nous a fait, vous verrez, un magnifique document, indépendamment de ce qu'on pense sur Adamski, bien sûr. Donc voilà, je vais commencer les annonces. Alors je vais parler du droit à l'image comme d'habitude. Donc en fait, vous voyez que c'est filmé. Si vraiment vous ne voulez pas être filmé, la caméra elle pointe vers l'estrade de toute façon. Et si vous ne voulez pas être filmé, vous n'avez vraiment aucun risque d'être filmé, s'il vous plaît, mettez-vous derrière la caméra, comme ça il n'y aura pas de problème. J'ai eu, en février, j'ai eu des gros problèmes de droit à l'image. Une personne nous a vraiment cassé les pieds et demande absolument que sa vidéo soit expurgée de sa personne, que tout soit biffé. Et c'est un travail épouvantable parce qu'elle est présente pratiquement pendant toute la vidéo. Donc la malheureuse vidéo, elle n'est toujours pas sur YouTube. Et certain monsieur, Jean Librero, va me planter des poignards dans le dos d'ici peu. Voilà pour le droit à l'image. Et pareil, si vous voulez pas être photographié, on prend quelques photos, dites-le nous et on agira en conséquence. Merci. Oui, alors je rappelle qu'en conformité avec la loi, donc en assistant à cette soirée, vous êtes susceptible d'être filmé, photographié. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Alors, je commence tout de suite par le principal. Donc vous avez vu qu'il y a sur les tables, il y a des livres là, qui sont à disposition, si vous voulez les acheter. Des livres donc du ufologique. Ce qui permet au SO, l'association dont je suis aussi membre, qui fait de l'archivage ufologique, dont le but c'est de préserver tout ce qui s'est fait en ufologie dans le passé, de manière que tout ça, ce soit des documents qui puissent être utilisés pour faire des recherches. Donc voilà, vous pouvez acheter donc des livres qui sont les dates qui sont derrière. Il y a un lot de livres sur Adamski. Il y a des lots de livres en plus. Voilà. Et sur Adamski, il y en a beaucoup. Alors, une annonce, donc demain,
Demain, chez BTLV, il va y avoir une émission avec le MUFON et deux personnes qui sont ici, c'est-à-dire moi-même et puis Thierry Rocher. Ce que fait le MUFON et puis les actualités américaines. Vous savez, tout ce qui se passe aux États-Unis, les révélations en cours faites par la Navy, ou peut-être pas, enfin en tout cas que la Navy récemment a authentifié. Donc on va parler de ça. C'est à 19h. Donc il y a une conférence le mercredi 9 octobre, donc c'est bientôt. JPP, l'unique, le seul, Jean-Pierre Petit, qui va tout dévoiler, toutes ses rancœurs et toutes ses aventures et tout ce qui lui est arrivé en ufologie pendant des années et des années. Mais ça risque quand même d'être assez... C'est un bon orateur, hein, ça risque d'être intéressant. J'y vais. Donc j'ai décidé que... Peut-être pour le contacter aussi, on ne sait pas, on verra. Concert Galactic Days, donc ça c'est écrit en tout petit caractère. Donc c'est une... comment dire, c'est le 19 octobre, c'est à Auxerre. Ça va parler surtout de science-fiction. Et puis diverses associations auront des tables, le Sceau notamment. Il y aura la librairie du Sceau. Donc il y a des expositions, il y a des artistes, il y aura de la musique. Moi je vais peut-être y faire un tour samedi. Voilà. Samedi et dimanche. Oui. Donc le 12, j'ai pas bien jour ce slide, c'est pas grave, je vous l'oublie. Donc nos collègues des repas ufologiques de Paris vont recevoir Elisabeth de Caligny le 12 octobre. Et le sujet, c'est les guérisons extraterrestres. Je pense que c'est inspiré d'un livre d'un dénommé Preston Dennett. C'est bien ça. Voilà. Le 5 novembre, notre ami Laurent Chabin va nous revenir sur les lumières de Phénix. Qu'ont-ils vu? Les lumières de Phénix qu'ont-ils vu? Donc, il y a assez longtemps, au Paris, c'était je crois en 2010, c'était bien ça? Il avait fait un travail là-dessus, une présentation, et là, vraiment, c'est complété par des voyages, des résultats de voyages et d'enquêtes aux États-Unis, et puis des nouvelles animations. Je pense que j'en ai vu un primeur au repas ufologique, et je pense que c'est vraiment de la qualité. Ça donne une bonne idée de ce qu'ont pu voir les gens à Phénix. Ah, vous vous souvenez, ces ovnis en forme de boomerang ou de V qui ont survolé la ville. Le 19 novembre, alors le 19 novembre, c'est, comment dire, c'est donc il y a une deuxième événement en novembre, d'habitude on en fait qu'un, on va faire un deuxième. Patrick Drouot va venir nous parler en fait de remote view, de télépathie, des choses comme ça, et d'espionnage psy. Ça a été fait à Annecy, et ça a eu un gros succès. Je me suis dit, je vais me lancer, on verra. Alors, c'est pas de l'ufologie à 100%, certainement pas, même ce n'est peut-être à 10% seulement, mais je pense que ça peut être intéressant. Et je termine par une news que vous êtes sans doute tous au courant. Le GEPAN va changer de direction. Ce qui ne peut faire que du bien, parce que le prédécesseur, on ne peut pas dire qu'il nous a laissé un grand souvenir. Ça va être un Roger Badachi. Et ça va se faire en fait progressivement. La prise de fonction réelle va être au début de l'année 2020. Le voilà, ça la tête. Bon, j'ai eu du mal à trouver une photo. C'est la seule photo que j'ai trouvée, elle est toute petite, donc c'est difficile de l'agrandir. Il est plus jeune que ses prédécesseurs. Oui. Ah bon? Parce qu'il c'est pas un retraité, donc... Okay. Donc, ben voilà. J'en ai fini avec les annonces. Et donc, je passe la parole à François. Oui, je prépare l'écran. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle François, j'ai 38 ans, je vis en région parisienne. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et je m'intéresse à l'ufologie et à la spiritualité. Et depuis une douzaine d'années, j'étudie l'affaire Adamski.
Donc c'est une affaire qui a été très controversée et qui continue de l'être aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'ufologues et de gens s'intéressant à l'ufologie considèrent cette affaire comme un canular. Et probablement certains d'entre vous le pensent aussi. Mais j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous comprendrez qu'on ne peut pas balayer cette affaire d'un revers de main aussi facilement, comme beaucoup d'ufologues l'ont fait. Chaque élément de cette affaire a fait l'objet d'une polémique, du début de la médiatisation d'Adamski jusqu'à son décès. Donc il y a eu des polémiques concernant les rencontres d'Adamski avec des extraterrestres. Au sujet des photos et des vidéos d'OVNI faites par Adamski, il y a eu des polémiques autour des divers objets ayant soi-disant servi à Adamski pour réaliser une hypothétique maquette de soucoupe volante. Donc, est-ce qu'Adamski a photographié une couveuse à coussins ou une lampe à pétrole? A-t-il utilisé des balles de ping-pong pour le train d'atterrissage, etc., etc. On va voir la liste des objets tout à l'heure. Ça en devient même comique quand l'armée de l'air américaine explique que George Adamski a photographié une tétine de biberon. Bon, il y a eu des polémiques après quand George Adamski a rencontré le pape et la reine de Hollande. Et même le lieu où a été enterré George Adamski a fait l'objet de polémiques. Donc les polémiques autour de cette affaire ne vont pas s'arrêter, je pense. Depuis le décès d'Adamski en 1965, il ne s'est pas passé une seule décennie sans qu'un nouveau livre ne soit publié à son sujet. Le dernier datant de 2019 et qui s'intitule « L'affaire Adamski, preuve et contre-enquête » par l'ufologue Michel Ziegler. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on n'a pas fini d'entendre parler d'Adamski. En guise d'introduction, on va voir une petite vidéo de George Adamski. C'est très court, hein, ça dure 40 secondes. Les vidéos d'Adamski sont très rares. C'est sous-titré en français. On n'a pas laissé les lumières. And I was taken to the mothership and flown around, not too close to the moon, but with instruments. Similar, you might say, except that with the camera, with really sort of a telescopic instrument that we were able to see what was on the moon on the other side of it. In the Valhalla of interplanetary contactees, the late George Adamski is regarded by his followers as something of a Christopher Columbus among outer space voyagers. And you talked to him? I have, more or less on gestures and mental telepathy, as it is known talk transfer. He does not speak any He didn't at the time, but I have met him since, and he does speak very well English as well as any other language. Le portrait célèbre de George Adamski. Donc on va parler de la biographie de George Adamski, brièvement. Ensuite, on va parler des événements du 20 novembre 1952 à Desert Center, puis des nouveaux contacts qu'il y a eu Adamski avec des extraterrestres et de ses voyages dans l'espace. On va s'attarder un peu sur les détracteurs. Ils ne voyaient pas une connotation négative, ils ont leur rôle à jouer. Et quand on peut réfuter certains de leurs arguments, on le fera. Et un point important, on va parler des observations similaires à travers le monde. Il y a au moins une quarantaine de témoignages de gens ayant vu des soucoupes dites de type Adamski. On ne va pas pouvoir parler de tout. On pourrait faire une conférence entière sur les observations de soucoupes de type Adamski dans le monde. Donc Adamski est né le 17 avril 1891 en Pologne. Il a émigré aux États-Unis vers l'âge de 2 ans. Il aurait passé... C'est bien la Patrice? Ouais. Il aurait passé une partie de son enfance au Tibet. Depuis sa jeunesse, il a la certitude que d'autres planètes sont habitées. Vers l'âge de 22 ans, il sert quelques années dans un régiment de cavalerie à la frontière mexicaine. Il se marie avec Marie Chimbersky en 1917. Dans les années 30, il fonde l'Ordre royal du Tibet à Laguna Beach en Californie. L'ordre s'est installé dans un monastère dans lequel Adamski donne des enseignements spirituels. En 1940, il s'installe à Valley Center, près du mont Palomar.
sur la Star Route avec sa femme et quelques amis. Là, vous avez un portrait de Georges Adamski dans les années 30, je crois. En 1944, le groupe déménage sur les pentes du mont Palomar, dans une propriété nommée Palomar Gardens. Adamski installe un télescope de 38 cm placé sous une coupole. Voilà Adamski avec son imposant télescope. En octobre 1946, lors d'une pluie de météorites, il observe avec d'autres personnes un vaisseau en forme de cigare immobile dans le ciel. Il décide alors de consacrer plus de temps à observer le ciel dans l'espoir de voir et même photographier des ovnis. En mai 1950, il photographie des ovnis à l'aide d'un appareil photo couplé à son télescope de 15 cm. Voilà, c'est le fameux télescope avec lequel il a pris ses célèbres photos. En septembre 1950, il coécrit un article sur les ovnis dans la revue Fate. Donc vous voyez qu'on est bien avant les célébrités d'Adamski. En mars 1951, il prend en photo un vaste ovni en forme de cigare. En juillet 1951, il rédige un article pour la revue Fate intitulé « J'ai photographié des vaisseaux spatiaux ». En mai 1952, il prend de nouveau en photo un vaisseau en forme de cigare. Voilà Adamski avec son télescope sur lequel il a couplé un appareil photo. Le 20 novembre 1952, en compagnie de 6 témoins, il observe un vaste vaisseau cigaroïde dans le ciel de Desert Center, en Californie. Une soucoupe volante sortira ensuite du vaisseau et Adamski entamera une discussion avec un des passagers. Le récit de sa rencontre avec le passager d'une soucoupe volante paraît peu de temps après dans un journal local, puis sera finalement publié dans un livre en 1953. Ce sera un succès mondial qui donnera suite à un autre ouvrage dans lequel il écrira ses rencontres avec des gens originaires d'autres planètes. Georges Adamski avait un réseau international de collaborateurs qui diffusaient ses lettres d'information. Vous pouvez voir dans beaucoup de pays. Il a donné de nombreuses conférences. Donc aux Pays-Bas, il rencontre la reine Juliana. Donc ça a fait un peu un scandale dans la presse. Je vous cite quelques exemples, mais c'est la presse internationale qui en a parlé. Donc Journal François, les Hollandais ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer. Ils ont appris ce matin en lisant leurs journaux que la reine Juliana avait accordé une longue audience à un clown de kermesse, un charlatan. Paris Match, inquiétude en Hollande, le fou de Vénus accueilli par la reine. La revue américaine Time, la faiblesse de la reine Juliana pour le surnaturel, l'a refait atterrir dans les gros titres. Elle a invité au palais un cinglé de Californie. Donc c'est quelques exemples. Au Vatican, il rencontre le pape Jean XXIII. On ne va pas s'y attarder, il y a eu une polémique. Le pape est mort 3 jours plus tard, il n'a pas pu confirmer. Donc beaucoup de gens ont dit qu'Adamski avait menti. Au Royaume-Uni, il participe à la célèbre émission télévisée Panorama sur la BBC, animée par l'astronome Patrick Moore. Donc là, on voit Adamski quand il est arrivé en Nouvelle-Zélande en 1959, puis une affiche pour une conférence. Adamski en Australie, là, de gauche, il est sur ce qui était le plus grand immeuble d'Australie, je crois, à l'époque. Et à droite, Adamski tenant un boomerang. Adamski en train de signer des autographes en Italie. Là, il est au Danemark, où les photos d'Adamski en couleur sont rares. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il consacre une grande partie de son temps à répondre aux courriers et interviews, ainsi qu'à donner des conférences aux États-Unis et dans le monde entier. Et il décède le 23 avril 1965 dans le Maryland, suite à un malaise cardiaque. Donc, il est enterré au cimetière national d'Arlington. Là aussi, rien que sur ça, il y a eu une polémique. Là, surtout, c'est pas les Ménichon n'étaient pas contents qu'Adamski soit enterré dans un cimetière que l'on surnomme le cimetière des héros. Et bon, comme c'est écrit sur la pierre tombale, c'est parce qu'il a participé
à la guerre, quoi. Donc là, on va parler de ces 3 principaux livres. Là, le premier livre, Flying Saucer Have Landed, Les soucoupes volantes ont atterri, coécrit avec Desmond Leslie. La première partie du livre par Desmond Leslie, c'est ce qu'on appelle désormais la théorie des anciens astronautes. Donc, Desmond Leslie est un pionnier. Et la deuxième partie, c'est la célèbre rencontre d'Adamski au Desert Center. Inside the Spaceship, c'est à l'intérieur des vaisseaux de l'espace, où là il décrit ses nouvelles rencontres avec des gens d'autres planètes et ses voyages dans l'espace. Et là, Flying Saucer Farewell, l'adieu aux soucoupes volantes, qui est une sorte de rétrospective. Là, on va parler des événements du 20 novembre 1952. Le matin du 20 novembre 1952, George Adamski et ses amis Alice Wells et Lucy McGuinness se rendent près de Blythe, en Californie, pour rejoindre 4 personnes, les époux Williamson et les époux Bailey, avec lesquels ils ont rendez-vous pour tenter d'observer des ovnis. Le groupe se fie ensuite à l'intuition de George Adamski pour diriger les 2 voitures qui se suivent vers une destination non connue à l'avance, qui les mènera finalement à Desert Center. Donc là, vous avez un très joli dessin de Robert Gigi. Il y a eu une bande dessinée sur cette affaire, qu'on peut trouver, je crois, dans le stand du Sceau, là-bas. C'est une bande dessinée rare. L'heure du déjeuner approchant, le groupe décide de pique-niquer sur place, mais chacun reste en alerte en scrutant le ciel dans toutes les directions, dans l'espoir d'y apercevoir un ovni. Ils voient soudain un objet volant argenté, en forme de cigare, planant lentement dans leur direction sans aucun bruit, puis stationner dans le ciel. L'objet ressemble au fuselage d'un évieux sans ailes, brillant au soleil, dont le dessous est orangé. Se fiant toujours à son intuition, George Adamski suggère de se rendre à un autre endroit. Tout en roulant, ils observent le cigare volant qui les suit. Ils s'arrêtent après avoir parcouru environ 800 mètres et constatent que le cigare s'immobilise aussi. Ça, c'était une photo en noir et blanc qui a été colorisée par un Danois qui s'intéresse à l'ufologie et à l'affaire Adamski, qui s'appelle René Olsen. C'est sous les directives de Michel Zerger pour trouver les couleurs. Donc George Adamski décide de se rendre seul à un endroit, à pied, muni de son appareil photo. Le grand cigare s'éloigne alors et disparaît derrière la montagne, apparemment poursuivi par une escadrille d'avions de chasse. Poursuivant sa marche, Adamski voit un engin planer puis se poser à quelques centaines de mètres de lui. Il prend alors plusieurs clichés avec son appareil photo. Puis l'objet se déplace et disparaît derrière une crête. Des avions de chasse décrivent plusieurs cercles et repartent. Adamski comprend que le mystérieux engin leur a échappé. Soudain, à une distance de 400 mètres, il aperçoit un homme lui faisant signe de s'approcher. Adamski est étonné de voir quelqu'un dans cet endroit désertique où personne n'habite à plusieurs kilomètres à la ronde. En s'approchant, il constate que cet homme, beaucoup plus jeune que lui, porte une tenue ressemblant à une combinaison de ski. Il a les cheveux longs jusqu'aux épaules. Donc je cite George Adamski, « L'homme et moi étions maintenant tout proches. Il fit 4 pas à ma rencontre, de sorte que nous n'étions séparés que par la longueur d'un bras. Je réalisai alors seulement que j'étais en présence d'un homme de l'espace, d'un être humain venu d'un autre monde. » Donc là, la bande dessinée dont je vous ai parlé, des très beaux dessins. L'homme, blond aux yeux gris-verts, mesure environ 1m65 et semble avoir environ 28 ans. Il porte une tenue composée d'une seule pièce de couleur brune, resserrée aux poignets et aux chevilles, complétée d'une large ceinture. Il tend sa main à George et place sa paume contre la sienne en signe d'amitié. S'ensuit alors un dialogue à base de gestes et de télépathie, qui lui permet de comprendre que l'homme vient de la planète Vénus. Sa visite est amicale et il lui confie que son peuple est inquiet des conséquences des explosions de bombes atomiques. George apprend que la soucoupe volante dans laquelle est arrivé le Vénusien est une navette transportée par le grand vaisseau mère Cigaroid. Leurs engins fonctionnent grâce au magnétisme. Le Vénusien attire son attention sur ses propres chaussures, tout en parlant dans une autre langue, dans une langue inconnue. Puis il fait 2 pas de côté, ce qui laisse apparaître des empreintes formant d'étranges symboles. Il lui fait comprendre que ces symboles sont très importants.
Donc voilà les fameuses empreintes de pas. Michel Zierger a repris les travaux de George Williamson et il semblerait que la partie basse là, de la chaussure droite serait apparemment des constellations. Ici, vous pouvez trouver plus de détails dans les ouvrages de Michel Zierger. Et ici, il semblerait que ce soit les planètes du système solaire, avec ici Saturne et un anneau. Voilà, c'est une hypothèse. Il se dirige ensuite vers le petit vaisseau planant au-dessus du sol et ressemblant à une cloche de verre, sans que l'on puisse voir à travers les parois, et sous lequel sont disposés 3 éléments sphériques, ce qu'on appelle maintenant une soucoupe de type Adamski. Le Vénusien demande à récupérer un des négatifs que possède Adamski, en lui faisant comprendre qu'il le lui rendra plus tard. L'homme de l'espace rentre ensuite dans l'astronef qui s'élève en tournant sur lui-même. Donc là, c'est un dessinateur qui a fait ses illustrations en 3D sous les directives de Michel Zierger. En espérant que Michel Zierger puisse venir, il vit au Japon, il est actuellement en région parisienne. Il est là. Ah, je ne l'avais pas vu venir. Ah bah ça me fait plaisir de vous voir. Il vient de loin. Hein. On a la chance parce qu'il repart demain, je crois. Donc là, vous avez le journal local qui décrit la rencontre d'Adamski à Desert Center. On peut dire que c'est un événement historique, hein, que l'on ne croit pas à l'authenticité de cette rencontre, puisque c'est la première fois que la presse rapportait une rencontre entre un être humain et un homme venant d'une autre planète. Donc, 3 semaines plus tard, le 13 décembre, la soucoupe volante vénusienne réapparaît près de la propriété où vit Georges. Il prend 5 clichés avec un appareil photo fixé à son télescope. Donc voici le célèbre cliché de Georges Adamski. Un deuxième. Puis la soucoupe s'approche, un des hublots s'ouvre, une main en sort et le fameux cliché emprunté par le Vénusien est lâché. Adamski le récupère et constate qu'il contient d'étranges symboles. Donc voici les étranges symboles que contient le cliché. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques années plus tard, un livre est sorti. Donc, lors d'une expédition en Amazonie brésilienne dans les années 50, l'archéologue Marcel Omet découvrit des symboles similaires gravés sur un mégalithe nommé Pedra Pintada, dont il estime l'ancienneté à plus de 10 000 années. Donc bien sûr, il y a des détracteurs qui m'ont dit qu'il avait lu le livre d'Adamski et qu'il avait copié. Moi, je les ai vus, ces symboles, dans son livre. C'est en tout petit. Hein. C'est en tout petit sur une page. Il n'a pas cherché à faire de la pub. Mais bon. Donc regardez la ressemblance. Voilà, Adamski devant un portrait d'Orton. Enfin, Adamski l'a plus tard appelé Orton, mais c'est pas son nom. Enfin, ils n'ont pas des noms dans le sens où on l'entend, donc il leur a donné un nom, Adamski. Adamski tenant son cliché dans la main, fièrement. Nouveau contact et voyage dans l'espace. Donc 2 mois plus tard, Adamski revoit des extraterrestres originaires du système solaire à Los Angeles, ainsi que les Vénusiens rencontrés à Desert Center. Adamski est informé que leur première rencontre dans le désert était un test pour vérifier ses facultés télépathiques. Il monte dans une soucoupe volante qui se dirige vers l'espace, puis la soucoupe volante rentre à l'intérieur d'un vaste vaisseau mère en forme de cigare de 600 mètres de long, qui possède une ouverture à l'avant.
Les extraterrestres lui expliquent que malgré la puissance de leur technologie, ils n'attaqueraient jamais autrui. Il rencontre un maître spirituellement évolué. Celui-ci lui parle de la vie sur les autres planètes, des voyages spatiaux, des effets désastreux des explosions de nos bombes atomiques, ainsi que de réflexions philosophiques sur les lois universelles et le Créateur. Il croit en Dieu, mais pas de la même façon dont on imagine Dieu, bien sûr. Il ne va pas séparer de nous. Adamski est raccompagné sur Terre, et dans les mois qui suivent, il fait d'autres voyages dans l'espace, au sein de vaisseaux mers. Ses amis lui parlent de certains aspects du comportement humain empêchant les gens d'évoluer. Il lui parle aussi de la personne de Jésus et de la réincarnation. Il apprend que leur durée de vie moyenne est de l'ordre du millier d'années. Dans un vaisseau, il aperçoit sur un mur une carte représentant le système solaire où sont présentes 12 planètes autour du Soleil. Donc, l'avenir nous dira si Adamski avait raison pour les 12 planètes. Ils expliquent à George qu'il n'était ni le premier ni le dernier à avoir été contacté par des gens d'autres planètes, que des humains de presque tous les pays avaient été contactés. Ils lui apprennent que des êtres faiblement évolués et fauteurs de troubles avaient été déposés sur Terre à une époque très, très ancienne, suite à une décision prise lors d'une réunion interplanétaire. À travers les différentes époques, des êtres avaient été envoyés pour aider les terriens, mais finalement tués par ceux qu'ils étaient venus servir. Lors d'un autre voyage dans l'espace, il a l'occasion de voir qu'il y a de vastes hangars sur la Lune. On lui montra aussi la face cachée de la Lune, c'est ainsi qu'il put y apercevoir de la végétation. On l'informe que la Terre est en train de basculer sur son axe, ce qui pourrait avoir un impact sur les autres planètes. Ils lui disent que les terriens sont en train de se diriger vers un âge cosmique, qu'elle serait la première fois dans l'histoire de notre civilisation que nous devenons aussi conscients de la possibilité de présence de vie sur d'autres planètes. Donc on va parler des détracteurs. J'aurais pu aussi dire contradicteurs, comme je disais tout à l'heure, n'y voyez pas une connotation négative. Donc on va parler du plus grand détracteur en première, c'est Mark Halley. Donc je cite: Adamski donna l'illusion de la véracité de ses dires, de la même manière qu'un prestidigitateur peut donner l'illusion de la véracité de ce qu'il montre. On peut dire de lui qu'il éleva le mensonge au niveau d'un art. Mark Halley est un ufologue belge, ayant durant sa jeunesse fait partie d'un groupement ufologique qui soutenait Adamski. Il s'agit du BUFOI, Belgium UFO Information. C'était dans les années 60. À cette époque, il était convaincu de la bonne foi de George Adamski. En analysant de plus près le cas Adamski, Mark Halley a commencé à douter de l'insincérité de ce dernier, puis de manière plus générale à remettre en question les fondements même de l'ufologie. Depuis lors, il est devenu un sceptique et a rédigé plusieurs ouvrages très critiques sur l'affaire Adamski. Il est l'auteur de Desert Center, Biographie d'un escroc, Le cas Adamski, A Critical Appraisal of George Adamski, ainsi que d'autres études critiques sur le contacté. Il a aussi traduit 2 livres de George Adamski, donc le deuxième principal livre d'Adamski, à l'intérieur des vaisseaux de l'espace, et L'adieu aux soucoupes volantes. Donc pour ça, je lui suis reconnaissant, il a traduit ces livres en français. Donc on va voir quelques arguments de Mark Halley, on ne peut pas tous les citer, il a écrit des centaines de pages sur le sujet, on n'a pas le temps de parler de tout. Donc, pour Mark Halley, les 6 témoins des événements du 20 novembre 1952 à Desert Center auraient été conditionnés par Adamski. Donc je vous donne une citation de Mark Halley pour que vous compreniez ce que signifie conditionner. Je cite: tout se passa un peu à la façon dont les illusionnistes procèdent. Adamski commença par créer un climat d'excitation générale, persuada ses amis qu'une soucoupe allait venir, les empêcha de regarder de trop près et se contenta de faire semblant qu'il allait rejoindre quelqu'un. La suggestion, l'exaltation, le profond désir d'y croire et quelques éclats lumineux firent le reste. Entre ce qu'ils avaient vraiment vu et l'interprétation qui leur avait été suggérée par Adamski, il y avait la différence qu'il pourrait y avoir entre ce que croient constater les spectateurs d'un spectacle de magie et ce qu'il se passe réellement. Donc Adamski serait un magicien. Donc deuxième argument, Adamski pourrait avoir utilisé des tongs afin de réaliser les empreintes de pas du Vénusien. C'est les empreintes de chaussures qu'on a vues tout à l'heure.
Les témoins ont observé de flashs lumineux parce qu'Adamski aurait peut-être utilisé un miroir sur lequel se reflétaient les rayons du soleil. Adamski n'aurait rencontré personne dans le désert, je cite Marc Allais, il n'y eut pas plus de soucoupes qu'il n'y eut de Vénusiens ni d'inconnus ayant conversé avec Adamski. Concernant la photo de soucoupe volante derrière une colline à Desert Center, on va la voir plus tard. Marc Allais suggère que ce pourrait être un objet d'assez petite taille, dissimulé jusque-là dans la veste d'Adamski. Selon Marc Allais, Adamski aurait fabriqué une maquette lui ayant servi à réaliser les photos de soucoupe volante du 13 décembre 1952. Toutefois, il doute que le contacté soit réellement l'auteur des clichés. Compte tenu du matériel utilisé, Marc Allais a établi qu'il était impossible de prendre 5 clichés, car cela nécessite un trop grand nombre d'opérations. De plus, il considère que les photos sont trop nettes et la luminosité pas assez faible, toujours compte tenu du matériel utilisé. Marc Allais a suggéré qu'Adamski puisse avoir été manipulé par les services secrets américains, la CIA, et d'après lui, ceux qui soutiennent Adamski seraient irrécupérables. Donc on va essayer de réfuter quelques arguments. Donc, les témoins ont observé des flashs lumineux parce qu'Adamski aurait peut-être utilisé un miroir sur lequel se reflétaient les rayons du soleil. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'ufologie et qui est aussi photographe, c'est un Danois dont je vous ai parlé tout à l'heure, René Olsen, a eu des scans en haute résolution des photos d'Adamski. Et en zoomant sur une des photos, donc en fait, il y a, peut-être pas bien, mais il y a un flash lumineux vers là, un là et un là. Et quand on zoome par exemple sur ce flash lumineux, on voit que ça ressemble plus à un objet qu'un flash lumineux. Donc la photo a été colorisée. Et ici, on voit le fameux cigare. Donc la photo colorisée. Ça, c'est des photos, c'est très récent, hein, c'est un rebondissement dans l'affaire. Hein. Ces photos, on peut les trouver dans le livre de Michel Zierger, l'affaire Adamski, preuve et contre-enquête. Adamski n'aurait rencontré personne dans le désert, il n'y eut pas plus de soucoupes qu'il n'y eut de Vénusiens ni d'inconnus ayant conversé avec Adamski. Donc même chose pour une photo qui personne n'avait vue pendant plus d'un demi-siècle, hein, mais quand on zoome sur une photo, on voit qu'en fait Adamski avait pris en photo l'extraterrestre, de loin. Donc là c'est la photo colorisée. Donc ça, tout ça pour dire que ça ne tient pas debout de dire qu'Adamski n'a rencontré personne dans le désert. On ne peut pas prouver bien sûr que c'est un extraterrestre, mais il a bien rencontré quelqu'un dans le désert. Donc aussi, Marc Allais laisse sous-entendre que les témoins n'ont rien vu parce qu'ils seraient trop loin. Donc l'ufologue Michel Zierger rapporte les éléments suivants. Lors d'une conférence de George Williamson en 1956, il a affirmé « Nous avons observé l'homme à l'aide de jumelles ». Lors d'une interview à la radio en 1958, il a déclaré « Nous l'avons bien vu parler à quelqu'un ». Et en 1975, une autre des témoins, Alice Wells, a confirmé à l'ufologue japonais Shiri Kubota qu'elle a observé le Vénusien à l'aide de jumelles et l'a dessiné. C'est-à-dire pendant qu'elle observait la conversation, elle a dessiné en direct ce croquis qu'on peut trouver dans le livre d'Adamski. Et il y a d'autres témoignages aussi, mais là c'est quelques exemples. Concernant la photo de la soucoupe derrière une colline à Desert Center, Marc Allais suggère que ce pourrait être un objet d'assez petite taille, dissimulé jusque-là dans la veste d'Adamski. Donc il parlait de cette photo qui est connue avec... là on voit un objet, et pareil, l'ufologue danois qui a eu en sa possession des scans à haute résolution, a zoomé et a optimisé l'image avec un outil informatique. Et on voit bien que ça ressemble bien à une soucoupe volante de type Adamski. Là, il a colorisé l'image. Donc, et la ligne rouge que vous voyez, c'est équivalent à une distance de 65 mètres. Donc l'argument là ne tient pas.
Donc, concernant le film de secoupe volante réalisé par Adamski dans la propriété de son amie Madeleine Rodefer, on va le voir, donc on va voir les vidéos. Marc Allais affirme que le contacté aurait filmé le reflet d'une maquette dans un miroir d'afforement. Ensuite, il aurait hypnotisé Madeleine Rodefer. Parce que Madeleine Rodefer, elle a bien vu cet objet. Il n'y a pas juste une vidéo, il y a aussi un témoin. Donc, on va mettre la vidéo. Donc, elle est sous-titrée aussi. C'est le témoignage de Madeleine Rodefer. Toute sa vie, elle a déclaré qu'elle avait bien vu cet ovni au-dessus de sa maison. The most spectacular incident took place on February 26, 1965, when a lady from the circle, U.S. government employee Madeleine Rodefer, participated in a contact and was present when Adamski filmed an alien spaceship with her own camera at close range. We met him in March of 1964. We became friends. I knew him only 1 year and 1 month, the last year of his life. This was middle of the afternoon, about 3:30, when we noticed him at a distance. And we were at the dining room window looking out, and then the spaceship came. And we went outside, but I had a broken leg, and I was in a walking cast. And but when we came out on the porch up here and started to film, he told me to film, and he was going to film. I said, George, I can't do this. I'm too wobbly. And I had not had the camera but 2 months. My husband had given it to me for Christmas, just 2 months before. And he said, okay, I'll do it. So I gave him my camera. But they only stayed about approximately 10 minutes. They did not land. They did not get out of the spacecraft, but there were glimpses of people through the round windows. And they maneuvered, they came in here. It was a low humming and a low swishing sound. And they came in, when they got close here, they came in very slowly. And it was round, and there were 3 of these, well, about this size, I guess, these landing gears underneath, and they were going like this, retracting in and out. And they told George later it was for stabilization. And it was a brilliant royal, between a royal and a purple blue in color. It was a beautiful blue. They were demonstrating, they wanted him to capture this on film, and they wanted him to have this proof to show the people of the world he was friendly, he was not an actor of any kind. He was sincere and honest, and you could feel the honesty and the warmth from him. And he was very happy about the film. Vous avez pu voir que la soucoupe était assez sous-exposée, ce qui donne l'impression d'être plat, mais quand on éclaircit les images, on voit bien que c'est un objet en 3 dimensions. Le documentaire que vous avez vu, c'était un documentaire de Michael Eisman, un excellent documentaire qui date de 1996. C'était 30 ans après les événements, et Madeleine Rodefer a confirmé, de la même façon qu'elle a confirmé peu après les événements, et qu'elle a confirmé aussi en 2009, je crois, à un ufologue néo-zélandais, qu'elle avait bien vu cette soucoupe. Toute sa vie, elle a affirmé qu'elle avait bien vu. Mais bon, Marc Allais suggère qu'Adamski l'a peut-être hypnotisé pour lui faire croire qu'elle a vu cette ovni. Donc, suite à une analyse des images du film avec un microscope, Marc Allais affirme qu'au moment où l'OVNI est éloigné, il semble se confondre avec une branche d'arbre,
Pour Marc Halley, cela constitue une preuve que le film résulte d'un trucage par superposition de deux séquences filmées séparément. Donc il fait référence à ça, c'est un objet, et lui il a obtenu une copie en noir et blanc. Donc il dit que cet ovni qui est cet objet qui est éloigné et qui se confond avec la broche d'arbre, ça constitue une preuve qu'il y a un trucage parce que la branche ne pourrait pas être transparente. Donc je cite, hein, si le film était authentique, le profil de la soucoupe serait caché par la branche. Là, sur ce coup-là, on peut dire que c'est un argument objectif, on peut le comprendre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon appareil photo et j'ai photographié une branche d'arbre. Je vous replace le contexte, hein, j'ai fait en sorte qu'il y ait un objet plus loin derrière, en l'occurrence c'était une cheminée, et j'ai joué avec la mise au point. Donc ce qu'on peut voir, donc là c'est la photo, celle-là la première et celle du milieu c'est les mêmes. Hein. Donc quand on fait la mise au point sur la branche d'arbre, là, on voit bien que ça cache l'objet qui est derrière. Et si on change la mise au point, qu'on fait la mise au point sur la cheminée derrière, là la branche d'arbre, comme elle est fine, elle devient transparente. Bon, je ne sais pas quel nom donner à ce phénomène optique, hein, mais c'est quelque chose qui est, disons, normal. Là, vous voyez le tronc qui est un peu plus épais, il apparaît toujours. Et comme la branche d'arbre est fine, elle devient transparente. Donc c'est pas un argument. Mais bon, c'est important pour Marc Halley, parce que c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles Marc Halley a basculé dans le scepticisme en ufologie, et particulièrement sur l'affaire Adamski. Donc on va parler de Jean Sibert. Cautionner les allégations de Georges Adamski de nos jours équivaut à croire au Père Noël. Donc Jean Sibert est un ufologue breton, et son point de vue sur Adamski est à l'image du climat de la Bretagne. Donc, il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages d'ufologie, et il a rédigé un article au sujet d'Adamski qu'il a intitulé « L'affaire Adamski ou l'histoire d'une diabolique manipulation ». Donc, en effet, d'après Jean Sibert, Georges Adamski aurait été confronté à des démons. Pour se justifier, Jean Sibert apporte un argument imparable. Les extraterrestres d'Adamski ressemblent à des anges, mais ne dit-on pas que le diable peut se transformer en ange de lumière ? Il suggère qu'Adamski ait pu être possédé par une entité lui ayant insufflé les noms de ces extraterrestres, car d'après la littérature à laquelle se réfère Sibert, il s'agirait de noms de démons. Donc je rappelle que, pour qu'on puisse suivre le fil de l'histoire, dans son deuxième livre, Adamski a donné des noms extraterrestres, parce qu'ils n'ont pas des noms dans le sens où on l'entend. Et il a donné par exemple comme nom Horton, Fircon et Ramu. Et donc pour Jean Sibert, ça se rapproche de noms de démons. Il considère que Georges Adamski, qu'il qualifie de vieux renard de la magouille, a été mystifié par des entités inorganiques inclassables. Il ajoute que cet homme n'a pas été confronté à des extraterrestres en chair et en os, mais au mieux à des entités malicieuses non physiques qui l'ont mystifié de bout en bout. Pour Sibert, les clichés d'Adamski montrent une maquette qui serait d'ailleurs cachée derrière la cabane d'Adamski. Une des photos prises par Adamski contiendrait apparemment une soucoupe volante s'étendant au-delà du cadre prévu pour l'impression du cliché sur la pellicule. Donc, est-ce que quelqu'un a compris cette phrase ? Je la répète, une des photos prises par Adamski contiendrait apparemment une soucoupe volante s'étendant au-delà du cadre prévu pour l'impression du cliché sur la pellicule. Ce serait la preuve pour Sibert qu'il y aurait un trucage. Donc en fait, pour que vous puissiez comprendre cette phrase, même moi j'ai dû la relire plusieurs fois, signifie que l'objet dépasse de la photo. Si vous tenez une photo dans les mains, l'objet pris en photo dépasse de la photo, ce qui est aberrant. Donc je vous ai fait un montage pour que vous compreniez ce que signifie cette phrase. Bon, j'ai pris l'exemple du Père Noël, comme il aime bien le Père Noël. Ça veut dire que vous prenez un sujet en photo, et le sujet dépasse du cadre. S'il a réussi à faire ça, Adamski, il est vraiment très fort. Non, je pense pas. Excusez-moi. Je pense pas qu'il a pas voulu dire ça. Qu'il l'ait voulu ou pas, c'est écrit noir sur blanc, il n'a pas donné d'autres explications, mais... Si on découpe une soucoupe en papier, on peut la tenir,
et on cadre de façon à ce qu'on voit pas entièrement le vaisseau. Je pense que c'est plutôt ça dans son esprit. Peut-être, mais j'ai vu ce qu'il a écrit. Et l'objet dépasse du cadre, ça constitue une preuve pour lui. Que c'est un trucage. Pour lui. Donc Jean Sibert affirme que Georges Adamski est coupable d'avoir ridiculisé le problème des ovnis vis-à-vis des médias et des scientifiques. Je cite, « Tous les contactés, sans exception, sont conduits à mentir sous forme d'affirmations grotesques. » Jean Sibert est étonné que des gens osent soutenir Adamski. Il déclare que, aussi incroyable que cela puisse paraître, Adamski a encore de farouches défenseurs, dont une partie serait, selon Sibert, des menteurs pathologiques. Non seulement Sibert affirme qu'Adamski s'est fait manipuler par des entités, mais qu'en plus Adamski serait lui-même un manipulateur. D'après Sibert, Adamski aurait exercé une ascendance et une fascination sur l'esprit des personnes qui le côtoyaient, au point de les transformer en marionnettes dont il tirait les ficelles, et que, grâce à ce subterfuge, les proies mortent facilement en l'absent. Jacques Vallée, je cite, « Adamski, un soi-disant ami des Vénusiens, publia 2 livres avec des photos truquées pour appuyer ses déclarations. » Jacques Vallée est un des plus célèbres ufologues du monde. Il vit depuis longtemps aux États-Unis. Il a fondé le Collège Invisible, un groupe composé d'ufologues et de scientifiques se réunissant pour étudier le phénomène OVNI. Et si j'en parle, c'est parce qu'il semblerait que beaucoup de membres de ce groupe aient été des anti-Adamski. Ils ont le droit, hein. Mais les membres les plus célèbres, en tout cas, sont vraiment contre Adamski. Jacques Vallée considère Adamski comme un charlatan. Il affirme que personne n'a assisté à la rencontre de Desert Center. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, cet argument ne tient pas. Hein. Les témoins ont affirmé avoir bien vu la rencontre d'Adamski. Il est déçu que la célèbre photo de soucoupe volante d'Adamski soit souvent associée au phénomène OVNI et que des magazines d'ufologie puissent encore la publier. Une petite anecdote, comique je trouve. Un jour, en 1975, Jacques Vallée est invité à participer à un comité sur le thème des ovnis à Berkeley, aux États-Unis, et il s'aperçoit avec stupéfaction que sur l'affiche annonçant le programme était indiqué son propre nom associé à la photo de soucoupe volante d'Adamski. Donc c'était pour illustrer, dans le fond, il y avait la soucoupe d'Adamski. Donc Jacques Vallée a contacté immédiatement l'organisateur de l'événement et a annulé sa participation au comité. Le phénomène OVNI aurait pour origine, d'après Jacques Vallée, une mystérieuse intelligence ayant mis en place un système de contrôle qui nous conditionne et nous manipule depuis des millénaires. Et dans sa théorie, il inclut un facteur de contrôle politique par l'intermédiaire duquel il suppose qu'Adamski puisse avoir été manipulé par des agents gouvernementaux lui ayant distribué le rôle de contacté pour propager de prétendus messages extraterrestres. Parlons d'Allen Hynek, un ami à Jacques Vallée. Je cite, « Il y a des gens comme Adamski et d'autres auteurs d'histoires d'OVNI totalement dépourvus d'objectivité qui sèment complètement la confusion. » Donc Allen Hynek est un astronome et ufologue américain qui fut conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine au sujet des ovnis. Lors d'une conférence de presse en 1966, Allen Hynek est interrogé au sujet de la photo de soucoupe volante prise par Adamski. Tenant le fameux cliché dans la main, il déclare qu'il s'agit d'une mangeoire à poules. Donc je rappelle quand même que c'est un événement assez connu. En mars 1966, des ovnis sont observés par de nombreux témoins dans l'État du Michigan, notamment dans les villes de Dexter, Hillsdale et Ann Arbor. Allen Hynek est chargé par sa hiérarchie d'enquêter sur cette affaire et une conférence de presse est organisée à Détroit le 25 mars. Il déclara devant de nombreux journalistes et photographes que les objets volants lumineux observés par des dizaines de témoins n'étaient rien d'autre que la réaction de gaz émis naturellement dans des zones marécageuses. Donc il appelle ça des gaz de marée, c'est pour ça que ça s'appelle l'affaire des gaz de marée. Donc voilà la fameuse photo. On peut avoir, si vous voulez, l'histoire de ce cliché. C'est comique aussi, c'est un peu comme
pour Jacques Vallée. Donc je cite Alain Hynek. « Voyez donc ce qui m'est arrivé à la conférence de presse à Détroit pendant l'affaire du gaz des marais. Tous ces journalistes et photographes m'entouraient, quand soudain, quelqu'un a pris cette photo d'Adamski et l'a mise dans ma main. Comme ça. Et je me trouvais là. Le flash du photographe s'est déclenché et je me trouvais là. C'était la dernière photo au monde avec laquelle j'aurais voulu être photographié. Et un journaliste l'a pointé du doigt dans ma main en me demandant ce que j'en pensais. C'est une réaction instinctive. Quand une personne vous tend quelque chose, vous la prenez. Et après, cette même photo continuait de paraître encore et encore, comme si c'était un complot pour ridiculiser toute l'affaire. » On va voir un extrait de cette conférence de presse en vidéo et les explications d'Alain Hynek au sujet de l'affaire du gaz des marais et d'une manière plus générale de son point de vue sur le phénomène OVNI à l'époque, qui a changé depuis, je crois, parce qu'il a fini par croire que c'était peut-être pas un ramassis d'absurdité. The Air Force sent its chief scientific consultant on UFOs, Professor J. Allen Hynek, to check the Michigan sightings. Dr. Hynek agreed that the good citizens of Michigan had seen something in the marshlands. He thought they had seen marsh gas. And the illusion of motion frequently is given by the fact that a little bit of smog light appears here, it goes out, another one appears over here, that goes out then, but the illusion as viewed from a distance is that the objects will move back and forth. And sometimes the gas will gather into a ball and actually float away. To this time there is no proof that I would consider valid scientific proof that we have been visited by spaceships. I would say the great majority are balloons, meteors, satellites, aircraft seen with the sun glinting off of them, and birds. But in general you can say that the IFOs, the identified ones, have turned out to be generally quite usual things seen under unusual circumstances or surprising circumstances. Attendez, il y a un beau truc que j'ai fait, je vais baiser quand même. Donald Menzel, le prétendu ovni sur la photo, est clairement identifiable à la partie supérieure d'une simple couveuse à poussins. Ce qu'Adamski prétend être le train d'atterrissage de l'aéronef est clairement identifiable à 3 ampoules infrarouges servant à apporter de la chaleur aux poussins dans la couveuse. Donc Donald Menzel est un célèbre astronome américain ayant enseigné à l'université de Harvard. Il était particulièrement doué pour élaborer des explications farfelues au sujet des observations d'OVNI. Concernant l'affaire Kenneth Arnold, un pilote d'avion ayant observé en 1947 9 objets de forme inhabituelle se déplaçant à 2000 km/h en effectuant des mouvements ondulatoires, Donald Menzel explique qu'il s'agit de reflets de cristaux de glace sur des nuages ou bien des gouttes d'eau sur le pare-brise de l'avion de Kenneth Arnold. Donc, Donald Menzel semble avoir bien étudié le cas Adamski puisqu'il indique que le contact du 20 novembre 1952 à Desert Center s'est déroulé en pleine nuit, alors qu'Adamski avait précisé que le ciel était merveilleusement bleu et qu'ils avaient déjeuné sur place. Pour Menzel, les observations d'OVNI sont dues soit à la lumière des phares de voitures se reflétant sur des couches d'air froid, soit à de l'air ionisé, des ballons sondes météorologiques, des vols d'oiseaux sauvages, ou même des toiles d'araignées. Donc ça convient bien aux explications de Menzel et Alain Hynek. Aimé Michel, par la somme fabuleuse d'absurdités, donc il a fait partie du Collège Invisible, par la somme fabuleuse d'absurdités amassées dans ses livres, leur évidente affabulation, personne au monde n'a fait plus qu'Adamski pour discréditer le problème, convaincre qu'il n'y avait là qu'histoire de fou, et écurer toute recherche sérieuse. Nul dans le petit monde Soukoupi n'eut jamais aussi solide réputation de charlatan et de faiseur. Bon, je pense que cette phrase se suffit à elle-même. Hein. Bah oui. Ah oui, elle suffit. Bon, on va pas commenter. Donc, Pierre Guérin, qui a aussi fait partie du Collège Invisible, c'était un astrophysicien et ufologue. Il considère que les photographies d'Adamski comme un cas relevant de la mythomanie, la soucoupe volante étant en fait un couvercle de lessiveuse. Guérin remarque qu'Adamski a rendu un grand service aux services de désinformation américains qui ont pour mission officielle de ridiculiser la croyance aux soucoupes volantes.
Ben oui, il a raison, Pierre. Moi, je l'ai bien connu. C'est quelqu'un de très respectable. Hein. C'est quelqu'un de très respectable. Grand bonhomme, Pierre Guérin. Ouais, je crois qu'on peut voir quelques vidéos de lui où il participait à une émission télé où il s'est bien défendu au sujet des ovnis. Ben oui, voilà. Oh, c'est pas parce que je cite les détracteurs que je les aime pas. Hein. Même Emile Michel, c'est quelqu'un de très bien. Donc le spécialiste des abductions, David Jacobs, qui était là, je crois, il y a environ 2 ans, constate amèrement que George Adamski et tous les contactés représentaient un terrible embarras pour les ufologues de l'époque, qui ont gaspillé du temps et de l'argent à les combattre et à expliquer à un public désorienté qu'il ne s'agissait que de charlatans ne représentant pas les témoins légitimes d'OVNI. Frank Edwards était un célèbre commentateur radio et ufologue américain. Donc, il affirme que George Adamski a photographié la partie supérieure d'un aspirateur traîneau fabriqué en 1937. Ça, c'est assez connu, il y en a beaucoup qui l'ont cru. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une véritable brocante. Hein. Monsieur, je voudrais intervenir. Parce que là, je suis un peu scandalisé. Vraiment, Gilles Darmandais. Oui, c'est insupportable, sur votre conférence. Mais non, c'est pas fini. Moi, je vous demande une chose. Comment ça vient, cette histoire de Vénus? D'où ça vient, cette histoire de planète Vénus? Pouvez-vous le dire? On va en parler. Moi, je peux juste donner... Bah, dites-le. Mais on n'a pas fini, mais... Pour moi, personnellement, il peut y avoir plusieurs dimensions et d'autres plans vibratoires. Oh, bon, d'accord. Mais c'est une hypothèse, je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne dis pas que Je suis d'accord avec vous. Voilà, ça y est, autre dimension, ça y est, c'est emballé. Mais si. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. On peut continuer la partie... Mais à la fin, vous pourrez donner votre point de vue, il n'y a pas de souci, on pourra débattre à la fin. Je la donne maintenant. On peut même parler de vérité. Mais en colère parce qu'on parle d'Adamski ou parce que... Oui. Il fallait pas venir. En même temps, c'est... Non, parce que vous dites Il fallait pas venir. Vous ridiculisez des gens qui... Je les ai cités, c'était des citations. Hein. Des gens qui ont changé de position depuis. Également. Bon, on pourra en parler à la fin. Si vous voulez. Non, mais il n'y a pas de souci pour en parler à la fin, c'est bien les débats contradictoires. Ah oui, non, moi je suis pas d'accord, moi je m'en fous. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez la conférence. Monsieur, s'il vous plaît. Non, je m'en vais. Ah ouais, Gildas Bordet, moi je vous aime bien, donc j'aimerais bien que vous soyez là en fait. Non. Gildas. Elle est longue, on est loin d'avoir fini. Il fait son coup. Il ne manque pas, allez. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Ouais, allez. Bien évidemment. J'espère que vous reviendrez quand même. Oui, bon. Bon, on va continuer. Donc je cite Frank Edwards, je doute que beaucoup de voyages dans l'espace soient vraiment effectués en couvert d'aspirateur. Bonsoir. Bon débarras. En même temps, si je n'avais pas parlé des détracteurs, on me l'aurait reproché, de ne pas être objectif. Mais bon, vous pourrez me donner votre point de vue à la fin, il n'y a pas de souci, je ne suis pas parfait. D'après les informations obtenues par le sceptique James Moseley, les 3 éléments sphériques sous la soucoupe volante seraient en fait des ampoules électriques de 100 watts. Donc je cite, un éminent ingénieur en aéronautique de Los Angeles m'a dit qu'il avait découvert les initiales GE pour General Electric sur le train d'atterrissage du vaisseau éclairant. Ces initiales ont été trouvées en agrandissant plusieurs fois le tirage original de la photo et en l'examinant attentivement avec une loupe. L'armée de l'air américaine a déclaré avoir analysé les photographies prises par Adamski et qu'il avait été établi que l'objet était en réalité un couvercle d'humidificateur de tabac avec une tétine de biberon fixée sur le dessus et 3 balles de ping-pong sur le dessous. Alors qu'un mois plus tôt, un conseiller scientifique de l'armée de l'air, Allen Hynek, déclarait qu'il s'agissait d'une mangeoire à poules. Donc voici le courrier de l'armée de l'air. Hein. Une revue ufologique américaine a publié une photo d'une maquette de soucoupe volante adamskienne reconstituée à l'aide d'un enjoliveur de Chrysler, une boîte à café et 3 balles de ping-pong. Donc c'est ça, ça a fait la une de la revue.
la photo originale et la maquette reconstituée. En 1975, le président de l'association ufologique British UFO Society et son secrétaire se rendent dans un restaurant de Londres. Ils aperçoivent un refroidisseur de bouteilles de bière ayant la forme d'une soucoupe volante. Pas de doute pour eux, Adamski a pris en photo cet appareil. Ils font part de leur trouvaille à la presse qui s'empare de l'affaire. Donc, Evening News, la soucoupe volante bidon et comment il est réalisé, Evening Standard, le couvercle à l'origine de l'énigme ufologique, et Northampton Chronicle, un ovni trouvé à Londres. Donc c'est l'objet en question, refroidir les bouteilles. Mais le concepteur de cet objet s'est plus tard manifesté en affirmant qu'il avait conçu le design de ce refroidisseur de bouteilles en 1959, soit 6 années après l'apparition des photos d'Adamski. Étant amateur d'ovnis, il avait imaginé un couvercle en forme de soucoupe volante. Donc ça, une affaire qui a fait pas mal de bruit, c'est la plus récente au niveau de la polémique sur les objets qu'aurait pris Adamski en photo. Donc en 2012, un Américain du nom de Joel Carpenter a reconstitué une maquette à l'aide d'une vieille lampe à pétrole. Donc pour finir la liste, Adamski fait aussi accusé d'avoir utilisé un réverbère, un abat-jour, une lampe de bureau, un plafonnier et même une lampe de bloc opératoire. Donc la lampe de bloc opératoire, c'est peut-être pas évident, donc j'ai pris un exemple. C'est vrai qu'avec trois trucs, ça peut faire penser à ce Adamski. Bon, juste pour vous dire que l'expert en analyse d'image Jim Dilettoso a conclu qu'il n'y avait aucun élément permettant de démontrer que les photos d'Adamski étaient truquées. Joseph Mansour, qui était spécialisé dans les modèles réduits d'aéronefs et responsable de la société anglaise Jetex Model Aircraft, a affirmé que, d'après lui, l'objet photographié par Adamski ne pouvait pas être un modèle réduit. William Sherwood, un physicien en optique qui travaillait chez Kodak, a analysé le film Rodéfer et le considère comme authentique. Et pour information, donc, il existe une quarantaine de témoignages à travers le monde mentionnant des observations d'ovnis similaires. Donc on ne va pas me dire qu'il y a 40 escrocs qui ont fabriqué la même maquette. Donc juste pour réagir à un petit article dans la revue Ufomania, je cite, « Les éditions L'œil du Sphinx viennent de sortir un livre sur le cas du pseudo-contacté Adamski. » Donc c'était en 2010. L'auteur du présent ouvrage, Marc Allais, démontre qu'il ne fut jamais rien d'autre qu'un habile menteur, ce que l'on sait déjà depuis des lustres, qui vivota une grande partie de sa vie aux dépens d'un grand nombre de ceux qui croient aux ovnis. Voilà encore qu'on nous resserre Adamski et les Vénusiens dans leur soucoupe carton en 2010. L'auteur livre ici un réquisitoire à la fois implacable et incontournable sur une affaire qui n'intéresse plus personne depuis longtemps. Mais quelle mouche a donc piqué cet éditeur? Donc bon, ils ont parfaitement le droit d'être contre Adamski. Moi, je voulais juste réagir à cette phrase, une affaire qui n'intéresse plus personne depuis longtemps. Je ne peux pas le laisser dire ça. Est-ce que, excusez-moi François, est-ce que tu peux nous dire quel est le livre dont il s'agit? En fait, c'est lui qui l'a marqué, c'est Le cas Adamski qui est sorti en 2010. Donc on va en parler. Donc je rappelle déjà que bon là aujourd'hui il y a une conférence à Paris sur Adamski. Il y a une dizaine de jours il y avait une conférence sur Adamski en Italie. Depuis le décès d'Adamski en 1965, il ne se passa pas une décennie sans qu'un nouvel ouvrage ne soit publié à son sujet dans divers endroits du monde. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a pas une décennie où il n'y a pas eu un ouvrage sur Adamski. Rien que l'année 2010, il y en a eu 3. Le dernier en date, c'est l'ouvrage de Michel Zierger, l'affaire Adamski, preuve et contre-enquête. Donc voilà, donc c'est purement subjectif, ce qu'ils disent Ufomania quand ils disent que ça n'intéresse plus personne depuis longtemps. Donc là, vous avez le livre de Michel Zierger de 2019, qui est très récent. En juillet 2019, le magazine Nexus a parlé d'Adamski. Le magazine australien en a parlé, toujours en 2019. 2014, un magazine italien en a fait la couverture.
Bon, là, un truc assez comique, hein, c'est l'analyse sonore de la voix de Georges Adamski, effectuée en 1978 à l'aide d'un évaluateur de stress psychologique et qui prouverait qu'Adamski a menti. Donc là, c'est combien? 13 ans 13 ans après la mort d'Adamski, ils ont analysé sa voix. Vous avez trouvé ça dans le vieux magazine Fate. Donc, observation similaire à travers le monde. Donc, comme je vous disais, on ne va pas pouvoir parler de tout. Il y en a énormément, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, donc on va prendre quelques-uns et très rapidement on va en parler. Donc voilà tous les pays que j'ai référencés. Hein. Il y en a vraiment un peu partout des observations de ce genre de soucoupe. Donc Howard Menger, hein, c'est un cas célèbre, hein, il a photographié cette soucoupe en 1956. On voit que ça correspond parfaitement à la soucoupe d'Adamski, hein, qu'on croit ou non à l'authenticité de cette affaire. Donc là, les deux photos comparées avec cette Adamski et de Howard Menger. États-Unis en 1966, bon, il y a une polémique au sujet de la paternité de ce cliché. Peut-être, je crois, trois personnes affirment être les auteurs de ce cliché. En tout cas, là où j'ai trouvé des traces hein, écrites, il paraît que ce serait la femme de... Comment il s'appelle, le contacté? Ouais, la femme de Daniel Fry, qui faisait des photos là, de l'environnement, disons. Et l'appareil se serait apparemment déclenché tout seul. Elle n'aurait même pas vu l'OVNI. Elle l'aurait vu en déclenchant, en développant les photos. Donc ça, c'est en 1961, un Américain se rend dans l'arrière-cour de sa maison, peu avant la tombée de la nuit, et voit une soucoupe de type Adamski émettant une lumière orange rouille. Donc lui, c'était pas la première fois qu'il voyait des ovnis, mais c'est la première fois qu'il en voyait un d'aussi près, et ça correspond parfaitement. D'ailleurs, après, il a entretenu une correspondance avec Adamski, il n'avait plus aucun doute sur l'authenticité de l'affaire Adamski. Aux États-Unis, en 1970, donc là c'est un croquis, un jeune homme de 16 ans participe à un match de football avec l'équipe de son école. Il quitte le stade vers 20h. En se dirigeant chez lui, il aperçoit à environ 90 mètres de hauteur une énorme soucoupe volante. Et il arrive chez lui 2 heures plus tard, vers 22h, alors qu'il habite tout près du stade. Il ne se souvient de rien entre le moment de l'observation et l'arrivée à son domicile. Voilà le croquis qu'il en a fait. Donc, en 2011, en Italie, un Italien qui observe régulièrement des ovnis depuis l'âge de 7 ans prend une série de 11 photos. Là, c'est un cliché de cette série. Donc là, c'est une petite sphère qui se déplace de droite à gauche, qui semble monter la garde. Danemark, 1973. Vers 23h, un agent de police observe pendant 5 minutes un objet circulaire gris de 15 mètres de diamètre, possédant 3 grands éléments sphériques sur le dessous. Royaume-Uni, 1954, c'est une affaire célèbre aussi. 2 enfants âgés de 13 et 8 ans se promènent sur une colline et observent une soucoupe volante translucide de type Adamski descendre sans bruit et planer à quelques mètres du sol. 2 photos sont prises, hélas assez floues. Donc Royaume-Uni en 1955, ce que vous voyez c'est la couverture d'un livre. Donc une dame est en voiture avec son médecin, quand soudain la voiture cale, ils sortent alors et voient une masse nuageuse dense à environ 5 mètres d'altitude qui se solidifie progressivement jusqu'à devenir une soucoupe volante avec 3 éléments sphériques sur le dessous qui se sont ensuite rétractés. Espagne 1990, un Espagnol qui a observé des ovnis une vingtaine de fois depuis l'âge de 8 ans prend une photo d'une soucoupe volante de type Adamski. Il en a pris plusieurs, donc là c'est juste un exemple qui est paru dans un magazine espagnol. Ça aussi c'est une affaire célèbre, Pérou 1973. Un architecte est en voiture avec son client, puis ils font une pause. Le client signale qu'il y a un objet brillant qui se dirige vers eux. L'architecte court chercher son appareil photo dans la voiture et prend un cliché. Il voit sous l'objet des protubérances, je cite, ressemblant à des demi-œufs. Japon 1975.
2 enfants âgés de 7 ans voient atterrir une soucoupe volante reposant sur 3 sphères près d'une vigne. Un occupant sort de l'engin et touche à l'épaule un des enfants qui devient paralysé temporairement. L'engin a laissé des traces au sol. Un des enfants déclara qu'il y avait d'étranges inscriptions sur un côté de l'objet. Inde ou France ou les deux, en 1969, donc le célèbre cas national Roro, Robert L., que vous connaissez peut-être, dont le livre OVNI en France a parlé, on peut trouver ce croquis. Donc, Robert L. a vécu une année dans une base extraterrestre souterraine, et il a décrit à l'ufologue George Metz une des soucoupes qu'il a vues. Elle possède un dôme supérieur et des éléments sphériques sur le dessous. Finlande, 1970, 2 skieurs voient une soucoupe volante à 4 mètres d'altitude. Elle possède un dôme sur le dessus et 3 hémisphères sur le dessous. Un puissant faisceau lumineux projeté vers le sol émane du centre, puis ils aperçoivent un étrange humanoïde. Dès la fin de l'incident, un des skieurs aura de gros problèmes de santé. Là, c'est le cas le plus récent à ma connaissance. Vers 4 h du matin, donc c'est en Pologne en 2013, vers 4 h du matin, 2 policiers, un homme et une femme, voient une soucoupe volante possédant un dôme supérieur et 3 éléments sphériques sur le dessous. Un des témoins filme l'OVNI avec son téléphone, mais la vidéo n'est pas de bonne qualité. Ils seront étonnés d'arriver au commissariat 1 heure plus tard, alors qu'il n'est situé qu'à 20 km. Donc ça, c'est une fresque qu'on peut trouver sur un temple en Inde qui date du XVIe siècle. Donc, juste pour rappel, le Ramayana, c'est un ancien texte sacré de l'hindouisme. Un passage de cette œuvre contient le récit de l'enlèvement de l'épouse du roi Rama par son ennemi Ravana, qui l'a emporté dans un char céleste. S'ensuit alors une bataille aérienne entre Ravana et Rama. Et cette bataille est illustrée sur les murs de plusieurs temples en Inde. Donc là, vous avez un exemple de... Ce qui est étonnant, c'est des objets volants, et on voit quand même 3 éléments arrondis sur le dessous qui font penser. Pensez à une soucoupe de type Adamski. Bon, l'affaire Adamski est comme un iceberg, mais ce que vous pensez savoir n'est que la partie visible de l'iceberg. Bravo. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. On a réussi. Par contre, c'est pas fini. Ce que je voulais dire, il y a quelques trucs à dire quand même. Donc je voulais juste faire un best-of des théories avancées par certains chercheurs. Donc, Adamski aurait été manipulé par des Allemands nazis ayant survécu au Troisième Reich, s'étant fait passer pour des extraterrestres. Donc ça, la source, c'est Peter Knight. Adamski aurait été manipulé par des agents gouvernementaux lui ayant distribué le rôle de contacter pour propager de prétendus messages extraterrestres. Donc comme on a vu, c'est Jacques Vallée. Il y a une variante à ça, c'est qu'Adamski serait lui-même un agent de l'intoxication gouvernementale, destiné à ridiculiser les ovnis et la recherche privée sur ces phénomènes. Bon, j'ai lu ça dans un article de Jean Sider, je crois. Adamski aurait été manipulé par la CIA, c'est Marc Allais qui a suggéré ça. La CIA aurait manipulé Adamski aussi. Donc ça, c'est Léon Davidson, un scientifique. Donc d'après lui, la CIA aurait manipulé Adamski en mettant en place des sortes de décors de cinéma. Ainsi, Adamski aurait réellement cru qu'il était monté à bord d'un vaisseau se dirigeant vers l'espace. Pour se justifier, l'auteur de cette théorie donne comme exemple une attraction de Disneyland intitulée Rocket to the Moon, dans laquelle les gens embarquent à bord d'un vaisseau se dirigeant vers la Lune. Des écrans au plafond et au sol laissent croire que le vaisseau quitte la Terre et atterrit sur la Lune. Donc voilà, donc il pense que c'est la même chose pour Adamski. Il se serait fait manipuler, mais il n'aurait jamais décollé la planète. Et bon, Adamski aurait rencontré des démons, s'étant fait passer pour des extraterrestres. C'est Jean Sider, on l'a vu tout à l'heure. Bon, pour information, la CIA et le FBI, donc les services secrets américains, n'étaient pas sans connaître les aventures de George Adamski. De nombreux documents du FBI montrent qu'Adamski était sous étroite surveillance. Il semblerait qu'il était soupçonné d'être une sorte de dissident, distillant une propagande communiste, à cause probablement de ces histoires d'aliens vivant dans une société sans classe sociale, sans argent et sans État. Adamski fut espionné, ses écrits et photographies furent examinés, et tout ceci fut consigné dans des mémorandums rédigés par les agents spéciaux chargés de sa surveillance. Certaines de ces notes de service sont estampillées Security Matter, ce qui signifie affaire de sécurité.
Je ne vois pas en quoi Adamski pouvait menacer la sécurité du pays. Et pour la CIA, donc en 1954, un Américain a voulu porter plainte contre Adamski suite à la sortie de son livre. Et le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, s'est opposé à sa démarche. Donc je le cite, « Je ne laisserai personne témoigner en justice au sujet de ce livre et ferai, si nécessaire, opposition, la sécurité étant préservée au maximum pour ce qui concerne les ovnis. » Je voulais juste parler rapidement d'un élément à ajouter à cette affaire qui n'est pas négligeable quand même. C'est les personnes qui ont côtoyé Adamski et qui ont vu des ovnis. Donc par exemple, un soir de 1954, Desmond Leslie est avec Adamski sur le mont Palomar. Pendant qu'ils discutent, Desmond aperçoit un petit disque doré à une dizaine de mètres, montant vers le ciel à vive allure et laissant une légère traînée lumineuse. Lucy McGuinness, qui est la secrétaire de George Adamski. Un jour, en sortant de chez elle, Lucy aperçoit une soucoupe volante transparente dans laquelle elle voit des passagers. La soucoupe possède un étage. Bon, Mark Haley, il connaît cette affaire, il a une explication. Il suppose qu'elle a confondu un rêve avec la réalité. Donc voilà comment on balaye d'un revers de main un témoignage intéressant. Madeleine Rodenhofer, comme on l'a vu tout à l'heure, elle voit de très près une soucoupe volante en compagnie d'Adamski, c'était en 1965. En 1956, Alan Tolman rend visite à Adamski. Pendant la soirée, alors qu'Adamski est dans sa maison, Alan Tolman est dehors. Il aperçoit un ovni bleu-blanc brillant de forme elliptique, émettant un sifflement. Puis il entend des gens présents dans le restaurant à proximité crier « Il y a un ovni ». Alan va voir Adamski pour lui raconter ce qu'il s'est passé et Adamski lui dira juste qu'il a entendu tout le chahut dehors et fera juste un sourire. En 1963, Adamski arrive en avion au Danemark où l'attend son correspondant Hans Petersen, qui est, je le rappelle, major dans l'armée de l'air danoise. Au moment où l'avion d'Adamski s'approche de l'aéroport, Hans Petersen aperçoit une soucoupe volante suivre l'avion à une distance de 20 ou 30 mètres. Lorsqu'il rencontre Adamski quelques instants plus tard, Petersen lui fait part de son observation, ce à quoi Adamski répond « Ah oui, les garçons me suivent tout le temps ». En fait, les extraterrestres qu'a rencontré Adamski, il les appelle les garçons, parce qu'ils sont d'apparence beaucoup plus jeunes que lui. Puis, comme on l'a vu, Desert Center, 20 novembre 1952, 6 témoins voient un vaste objet, cigaroïde, planer dans le ciel. Donc Mark Haley affirme qu'Adamski aurait conditionné les 6 témoins. Juste à titre informatif, une affaire qui n'est pas très célèbre, mais si aujourd'hui je vous parle de gens qui montent dans un ovni sans que l'objet n'ait besoin d'atterrir, c'est assez classique, c'est connu, mais dans les années 50, Adamski a fait cette expérience, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Donc je cite George Adamski, « J'ai fait l'expérience d'avoir été élevé vers un vaisseau spatial pendant qu'il planait. C'est comme si quelque chose vous entourait, comme un voile transparent ou en plastique, bien que vous ne puissiez pas le toucher ni le voir. Et comme une force magnétique, cela vous soulève simplement comme un ascenseur vers le vaisseau. Vous pouvez prendre un bagage de n'importe quoi avec vous, comme si vous étiez sur une plateforme, même si vous ne pouvez pas la voir. La personne est soulevée et visible pendant toute la durée. Ils peuvent aussi faire sortir quelqu'un, comme si c'était de la chute libre. Vous le verriez tomber, mais il ne s'écraserait pas. Tout est contrôlé. » Donc ça, c'était en 1958. Bon, et pour la conclusion, bon, ça, je pose la question, un Desert Center, un cas parfait, point d'interrogation. Les 6 témoins ont tous observé un vaste ovni en forme de cigare. Ils ont tous signé une attestation sous serment devant notaire. Les événements ont été signalés à la presse le jour même par les témoins. Des photos de la soucoupe volante et de l'ovni cigaroïde ont été prises. Une photo de l'extraterrestre a été prise. Un croquis d'extraterrestre a été dessiné par un témoin. Et il y a eu des moulages, des photos et des croquis des empreintes de pattes d'extraterrestres. Concernant les types d'ovnis, donc Adamski a vu des ovnis en forme de cigare dès 1946 et il a imprimé en photo en 1951. Donc je rappelle que des ovnis en forme de cigare sont observés, photographiés et filmés dans le monde entier. Adamski a photographié une soucoupe volante comportant 3 éléments sphériques sur le dessous. Ce type de soucoupe volante a été observé dans le monde entier, le dernier cas datant de 2013. OVNI et de nucléaire. Des extraterrestres rencontrés par Adamski ont fait part de leur inquiétude concernant les effets désastreux des explosions de bombes atomiques. Je rappelle que des survols d'OVNI ont été signalés à proximité de sites de lancement de missiles nucléaires
ainsi que des désactivations de messies nucléaires par des ovnis. Le problème de l'origine des extraterrestres, donc d'après ce que l'on sait, la vie serait impossible sur les autres planètes du système solaire, j'en ai bien conscience. Cet argument suffit-il pour rejeter toute l'affaire? Je pose la question. Si Adamski avait dit que les extraterrestres provenaient d'une autre galaxie, y aurait-il eu moins de détracteurs? Personnellement, je ne le pense pas. Et après, c'est une hypothèse personnelle. Se pourrait-il que les extraterrestres rencontrés par Adamski viennent d'une autre dimension, d'un autre plan vibratoire? Je pense qu'on ne sait pas grand-chose de l'univers, c'est une hypothèse. Donc, concernant les détracteurs, on peut remarquer les éléments suivants. Dans l'affaire Adamski, certains détracteurs ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il semblerait que certains détracteurs n'aient même pas pris la peine de lire le livre d'Adamski. Donc Frank Edwards raconte dans un livre qu'Adamski aurait rencontré une femme extraterrestre à Desert Center et qu'Adamski transportait du plâtre dans sa poche, alors qu'en fait le plâtre en question qui a servi à faire le moulage a été ramené par George Williamson et était dans le coffre de la voiture, donc on voit qu'il n'a même pas lu le livre probablement. Donald Menzel affirme que le contact de Desert Center s'est passé en pleine nuit. Et Jean Sider, il affirme que l'extraterrestre Thornton aurait pris une soucoupe volante en photo le 20 novembre 1952 et aurait jeté le cliché par un hublot le 13 décembre 1952. Donc soit il a lu le livre trop vite, soit il ne l'a pas lu, je ne sais pas, mais il a mélangé là l'histoire, parce que c'est bien Adamski qui a pris la photo. Et l'extraterrestre, ce qu'il est venu lui ramener, c'est un cliché avec les symboles bizarres qu'on a vus tout à l'heure. On peut reprocher à certains détracteurs de faire des généralités. Marc Allais affirme que tous ceux qui ont pris des photos de soucoupes volantes similaires à celles prises par Adamski sont des faussaires. Jean Sider affirme que tous les contactés, sans exception, sont des menteurs. Certains détracteurs font des critiques sans aucune justification. Donc Jacques Vallée affirme qu'Adamski a truqué ses photos, mais sans apporter d'arguments. Alain Hynek a avoué que sa remarque sur la mangeoire à poules n'était pas basée sur une analyse scientifique. Frank Edwards parle de couvercle d'aspirateur. Pierre Guérin parle de couvercle de lessiveuse. L'armée de l'air américaine parle de tétines de biberon et de balles de ping-pong, mais il ne montre aucune analyse, aucun argument. Bon, après je pose une question. Est-ce que le fait de trouver des objets de la vie courante, présentant des similitudes avec la soucoupe volante photographiée par Adamski, constitue une preuve formelle d'un trucage photographique? Après, vous pourrez me donner votre point de vue après. Bon, après, quelques remarques personnelles. Je pense que cette affaire Adamski, on pourrait en faire un film. C'est une histoire sans fin. Il y a eu des rebondissements sans arrêt. Je ne sais pas si on a combien de temps, là. Je pense qu'on se dirige vers la conclusion. On passe aux questions-réponses. Ouais. Moi, je voulais faire la liste des rebondissements qu'il y a eu depuis le décès d'Adamski. Pas parce que c'est une affaire archi connue, et j'ai voulu montrer qu'en fait, beaucoup d'arguments des détracteurs sont souvent subjectifs. Ah, c'est important, parce qu'il en a eu énormément, et... Non, on s'en fout pas des détracteurs. Par contre, on pourrait peut-être... Bon, on peut dire que j'ai terminé, et... Oui. Bah, n'hésitez pas, mais si vous n'avez pas de questions, je vais faire part de vos remarques. Ils ne font pas avancer les choses. Donc, premièrement, bravo pour le travail.